Bienvenue sur l'Espace Proud. Je m'appelle Alexandrine, je suis la fondatrice du Studio Proud. Mon équipe et moi, on a déjà eu la chance d'aider plus d'une centaine de milliers de femmes à se remettre en priorité puis à se remettre en forme. Notre mission ultime, c'est vraiment de t'amener à être la meilleure version de toi-même via un mode de vie sain et actif. Dans ce podcast, on va te partager l'expérience des femmes de notre communauté, nos meilleurs conseils et nos meilleurs outils afin que toi aussi tu puisses faire de ta santé une priorité. Fait que, hello les girls, bienvenue sur l'Espace Proud. Je suis super contente aujourd'hui. J'ai Catherine qui est avec moi. Catherine qui est kinésiologue. Ça fait combien de temps que tu as gradué? C'est une question par rapport? Là, ouais, je suis dans mon deuxième tour de roue complet. Là, fait que j'ai gradué en 2021. J'aime ça en parler aussi parce que, tu sais, ça divulgue justement les bonnes informations. Fait que, ouais, je suis vraiment contente d'être ici. On est bien contente. Puis justement, tu sais, la course à pied, comment c'est arrivé un peu dans ta vie? Ouais, ben ça a été premièrement dans le but de performer au basketball, au secondaire. Okay. Fait que c'est vraiment assez tôt. On commençait nos camps d'entraînement assez tôt dans la saison, là, avant que l'école commence et tout. Puis, je te dirais, vers 15-16 ans, j'ai commencé à faire de la course à pied. C'était des petites distances. Et puis, c'était vraiment pour performer parce que j'étais déjà rapide, mais tu sais, je voulais comme clencher. C'était vraiment dans le but de performer. Et puis, moi, comme j'ai eu mes enfants assez tôt, ben là, à l'époque, puis je dis à l'époque parce que ma grande va avoir 18. OK. Fait que, bon, on fera pas de décompte d'âge aujourd'hui nécessairement. Ouais, là, t'as mais vu que je réfléchissais, j'étais ouais, comme, on fait le calcul. Quoi? Ah, là, qu'est-ce que ça... Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de données probantes pour la course à pied chez la femme et tout. Fait que j'ai fait beaucoup d'entraînement fonctionnel en gym. J'ai marché beaucoup, mais je me suis remis à courir pas longtemps après mes grossesses parce que c'est un sport tellement simple. Tu mets tes chaussures, tu t'en vas. Avec la poussette aussi, c'était quand même possible. Fait que, tu sais, pour moi, c'était l'activité de choix pour pouvoir continuer ma vie familiale, conciliation et tout, là. Ouais. Mais ça va faire... ça fait plus de 20 ans là, que je cours. Ouais, c'est ça. 15, ouais. Puis justement, tu sais, au départ, c'était plus dans une intention de performance. C'était plus comme complémentaire dans le fond au basket. Puis au fil des années, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as gardé la course, mettons, dans ton quotidien? Vraiment la simplicité et aussi, je te dirais, le fait que ça se faisait comme à toute saison. Je pouvais être toute seule. Ensuite est venu les groupes de course. C'était comme devenu un peu à la mode. Je te dirais, il y a peut-être une dizaine d'années où vraiment, il y a eu une expansion, tu sais. Marathon de Montréal, exemple, là, les courses de 10 km, 21,1. Ben là, à ce moment-là, il y avait une expansion de la course à pied chez la femme beaucoup. Dans les ratios d'inscription, là on voyait comme un sens inverse dans les distances, surtout du 10 puis du demi-marathon, chez la femme, notamment au Marathon de Montréal, mais dans d'autres courses, évidemment. Et puis, ben moi, j'ai rentré dans cette vague-là. J'ai voulu vraiment me dire, pas que je vais performer, mais j'avais envie de courir avec d'autres femmes, avec d'autres mondes. Fait que ça a été vraiment comme ça que ça s'est dessiné. Puis j'ai conservé ça. C'est sûr que mon parcours a été un peu sinueux, notamment avec l'entrée du bac, là. Tu sais, hein, les volumes de courses à travers les études, à travers les courses à laquelle je m'inscrivais. Mais la course est tout le temps restée... parmi mes autres sports que je fais, la course est toujours restée comme la base. Ouais. Il y en a qui font ça complémentaire à d'autres sports, pour améliorer certaines aptitudes. Je pense à un joueur de soccer, par exemple, ou baseball. C'est sûr qu'il doit avoir certaines capacités cardiovasculaires à gagner, mais moi, la course, c'est la base. Puis je mets plein de trucs autour qui fait que je suis une meilleure coureuse par la suite. C'est comme ton sport principal, puis tout le reste, c'est comme pour mieux performer dans ta course, tandis que comme au basket, un peu comme quand tu as commencé, c'était plus comme
un complément. Puis là, tu t'es réorientée aussi Mhm. de carrière. Tu veux-tu Ouais. nous en parler un peu? C'est quoi ton parcours, tu sais, plus Aïe, aïe, aïe. professionnel? Ouais. Ben, tu sais, on parle de dizaines un peu, là, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Il y a beaucoup de... Puis plus tard aussi, j'imagine qu'il y a bien des affaires qui arrivent. Mais bon, j'ai choisi ma carrière autour de ma vingtaine. J'ai fait à peu près, pas tout à fait 15 ans dans ce domaine-là, qui est de la technologie médicale. Fait que dans le fond, j'ai fait un DEC au cégep en laboratoire. Donc, je travaillais pendant à peu près 15 ans dans un centre hospitalier. Derrière un microscope à donner des culots de sang à des gens, à analyser tous les produits, les liquides corporels qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai travaillé en collaboration avec des médecins, en collaboration avec tous les professionnels de la santé en centre hospitalier. Mais je travaillais beaucoup dans le diagnostic à ce moment-là. Tu es témoin pas du diagnostic que le patient va recevoir, mais au préalable, tu le vois, le diagnostic qu'il va avoir. T'sais. Ça, c'est à un moment donné, ça m'a vraiment drainé. Puis je me suis dit, comment moi, je peux avoir un impact ailleurs? T'sais. Je savais que j'avais comme un genre d'appel là, que je me dis, OK, ma place, elle n'est peut-être plus ici nécessairement. T'sais. Et bon, finalement, en parlant, en discutant avec les médecins, on a fait un genre d'élaboration de plan, de qu'est-ce que j'aime prôner. Puis, il est venu plusieurs choix en prévention de la santé, tu sais, éducateur physique, kinésiologue, il y avait la physiothérapie, mais là, on tombait encore un peu dans la blessure, admettons. Nutrition, tu sais, il y avait plein de domaines, mais tout était relié encore à la santé, puis à la prévention, puis comment que je pouvais contribuer dans la société, mais différemment de diagnostic. Et puis, la kin, c'est avéré à Trois-Rivières, une région d'où je viens. Et puis, j'avais le goût de revenir ici. Fait que j'ai fait mon bac à l'UQTR. J'ai rentré en automne 2017. Donc, c'est ça. Ça s'est échelonné sur quelques années, mais ça a super bien été, franchement, là, avec la vie conciliation travail-famille, hein, qui était... les filles étaient à 8 et 10 ans à ce moment-là. Fait que, ouais, ça passe. On dirait que je fais les calculs, moi aussi, là. Le temps passe, mais ça s'est bien fait. Puis maintenant, là, c'est ça, je suis dans j'arrive à ma deuxième année complète, là, comme kinésiologue. Puis là, la manière que je fais ma profession comme kinésiologue, je la changerai pas, tu sais. J'adore ce que je fais. J'enseigne beaucoup à travers mes journées. Oui, j'enseigne des mouvements, mais je donne beaucoup autour aussi de par mon métier que j'ai fait comme technologiste médicale, là, parce que ça fait un tout au final, là, autant dans la nutrition, on le voit beaucoup, mais au niveau hormonal, au niveau de la fatigue, les types d'anémie. Fait que, moi, pour moi, la santé, c'est vraiment quelque chose de très global, là, pas juste de donner des exercices à faire. Pour moi, c'était important de contribuer plus que ça. Là. 100%. Puis comment rapidement, comment tu as fait pour concilier justement, ton bac, le fait que, j'imagine tu travaillais en même temps parce que c'est une vie de famille, c'est assez rare que les gens qui peuvent se permettre de complètement cesser le travail. Comment tu as fait pour justement rester active puis quand même te mettre en priorité, entre guillemets, pendant cette période-là? Bien, je pense que c'est les années de course à pied aussi au préalable qui m'ont permis de poursuivre parce que je savais qu'à quel point j'étais efficace, que j'étais concentrée, que j'étais focus, mon étude était meilleure. Donc, j'ai jamais autant couru que pendant mes périodes d'examen ou presque. Là. Okay. C'était presque 10 km, 12 km par jour parce que je savais qu'après, je m'assisais puis le bout de temps d'études que j'avais était vraiment plus efficace que si je faisais rien puis que j'en faisais le double de temps d'études. Donc, j'ai rapidement saisi un peu... Bien, tu sais, c'est sûr que quand tu rentres à l'école, à l'université à 32, tu te connais pas mieux que quand tu arrives à 20. Donc, il y a ça aussi, mais moi, je me connaissais assez pour savoir quelle stratégie j'allais faire. Donc, puis avec les enfants, ben, c'est un travail d'équipe. Hein? C'est sûr que sans un conjoint présent qui t'encourage, qui est là derrière toi, ben ça peut pas exister. Ça, c'est sûr. Ben, je dis pas que ça peut pas exister, mais pour moi, ça a été un facteur majeur d'avoir quelqu'un qui m'encourage puis qui me soutient là-dedans. J'ai continué à travailler une journée semaine parce que j'avais un poste à l'hôpital et je devais rendre certains comptes. Là. C'est pour ça que j'ai tiré un peu mon bac. Mais ça s'est bien fait parce qu'à chaque fois que j'avais un cours ou que j'essayais d'intégrer déjà dans ma pratique, parce que j'entraînais un peu déjà là, en course à pied.
Et puis, c'est ça. Fait que j'intégrais déjà certaines notions que je pouvais faire, des liens aussi que je faisais. Tu sais, pour moi, le bac a été quand même relativement facile côté études parce que j'avais déjà plein de notions, biologie, biochimie et tout. Fait on dirait que ça a été plus facile, puis j'étais quand même structurée, puis c'est ça, un petit peu de maturité de plus que quelqu'un de 20 ans, c'est sûr. Mais reste que, ouais, il faut être organisé, structuré avec la vie de famille et tout, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, là, puis avoir un beau réseau d'aide, là, comme je le disais, là, d'être soutenu, ça, c'est une grosse partie. Là. C'est sûr que ça doit aider beaucoup. Puis justement, tu sais, quand tu me disais que pendant ton bac, quand tu continues à entraîner du monde en course à pied, du monde, des femmes ou peu importe, des athlètes en course à pied, qu'est-ce qui t'a amené à justement te spécialiser plus vers la course à pied? Parce que, tu sais, on parle de, tu sais, tout ce qui est volet prévention, tu sais, d'essayer de changer un peu avant que le monde ait leur diagnostic précis, d'essayer de prévenir le plus possible, justement, ces arrivées de maladies-là. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu disais, moi, je vais me spécialiser dans le domaine de la course à pied? Bien, parce qu'elle faisait déjà partie de ma vie, puis on me demandait déjà ça, d'enseigner. Okay. Tu sais, dans le sens, avant que mon bac arrive et avant que ma première formation de course à pied m'apparaisse dans ma vie, les gens me demandaient « Hey, on s'organise-tu une course? Catherine, tu pourrais nous coacher? » Là, je fais comme... Mais ils savaient que j'en parlais déjà, et je parlais déjà dans ce jargon-là aussi. Tu sais, j'enseignais déjà sans le savoir à l'époque. Ah, mais là, tu devrais faire ça, tu sais, parce que je lisais énormément là-dessus aussi. Tu sais, il existe plein d'ouvrages excellents en course à pied. Fait que je me nourrissais de ça déjà, puis j'enseignais déjà sans le savoir. Fait que pour moi, c'était comme une évidence. C'est devenu très... c'est ça, c'est devenu vraiment une évidence que pour moi, ma spécialité, ça serait ça. Après ça, la femme est devenue aussi un autre élément de motivation parce que je pense qu'on a encore beaucoup à gagner, les femmes, dans la société. Sans tomber dans un sujet trop féministe, là, je pense que on se retient beaucoup les femmes, d'avoir l'air de gagner de l'argent, d'être une femme, d'avoir une carrière, parce qu'il faut être dans un X standard. Puis je pense que d'aider les femmes à être vraiment soi-même par la course à pied, ça peut aider parce qu'on apprend à se connaître tellement quand on est vraiment toute seule avec nous ou avec d'autres femmes. Mais la course à pied permet de se connaître à travers notre parcours de vie. Moi, ça a eu cet effet-là sur moi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas d'autres femmes? Fait que la course à pied et les femmes, je les ai rassemblées ensemble, puis c'est devenu ma clientèle idéale. 100%, c'était comme deux choses qui te faisaient vibrer, que tu as comme réunies, ça a fait comme ton emploi. J'ai dit emploi, mais tu sais, dans le fond, quand tu n'as pas l'impression de travailler au quotidien, tu sais que tu es sur ton X, mettons, puis que tu apprécies ce que tu fais au quotidien. Puis au niveau, tu sais, là, présentement, mettons, au niveau de ton quotidien, tu sais, comment, là, on parle, tu sais, tout ce qui est accompagnement, j'ai de la misère aujourd'hui, accompagnement, tu sais, des femmes plus en général, là, t'es aussi copropriétaire de Féerique, justement. Tu veux nous en parler un peu de qu'est-ce que vous faites? Oui, bien, j'ai rencontré Cassandra, qui est spécialiste maintenant en périnatalité, en fait. Je l'ai rencontrée au bac, première année de bac, et puis j'avais lâché ça. J'ai dit, moi, je pense pas aller travailler vraiment pour quelqu'un. J'ai déjà eu un employeur depuis 15 ans. Je vais pas même partir à mon affaire. Puis, tu sais, j'avais lancé ça comme idée, puis elle avait lancé de dire, ben hey, si tu lances quelque chose, j'aimerais ça embarquer dans ton projet, tu sais. Et puis, comme la femme, c'est elle aussi sa clientèle idéale, ben on a décidé de rassembler un peu nos deux expertises pour faire un genre de pôle santé, mais global de la femme. Tu sais, fait que là, c'est sûr que présentement, c'est beaucoup la course à pied, c'est beaucoup la périnate, mais on veut rassembler divers professionnels de la santé pour une santé globale chez la femme. Donc, on va rajouter plusieurs professionnels de la santé, assurément, mais nous, la santé, ça passe, comme je le disais, pas juste dans un squat ou boire de l'eau. Tu sais, ça passe vraiment par plein d'éléments, plein de sphères de vie. Fait qu'on veut vraiment aider les femmes puis les soutenir là, dans ça. Puis on le sait que dans la société, c'est pas évident en ce moment tout le temps. Fait qu'on leur faire un pôle pour pouvoir les soutenir là, dans leur quotidien. Au travers de tout ça. Puis concrètement, tu sais, pour tout ce qui est plus sur l'aspect, mettons, course à pied, quand on parle, mettons, d'un accompagnement, qu'est-ce que tu veux dire par là, mettons? Pour toi, c'est quoi un accompagnement, mettons? Oui. Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir un désir juste de courir. Tu sais, des fois, on ne sait pas par où commencer. Souvent, la majorité des gens vont vouloir commencer trop vite ou trop brusque. Fait que, tu sais, c'est des accompagnements dans un plan de progression. Fait que, tu sais, souvent, moi, je vais calculer, qu'est-ce que tu fais dans la journée? Es-tu dans ton travail? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu es sédentaire? Il y a tellement de facteurs à prendre en compte avant vraiment de débuter la course. Des fois, bien, ça va être de commencer par de la marche, là. Encore là, ça dépend de l'âge que tu as, de ton travail, de ton rythme de vie, de tes autres sports que tu as fait autour ou que tu fais présentement. Mais reste que il faut y aller doucement.
Et puis, le but, c'est de garder la course le plus longtemps possible dans notre vie pour la plupart de ma clientèle. C'est sûr que moi, j'ai une clientèle qui n'est pas des athlètes de performance. C'est vraiment madame tout le monde qui veut intégrer la course à pied dans son quotidien, puis qui veut courir des courses le fun, se dépasser soi-même, être fière d'elle, puis être bien dans son corps aussi, dans sa tête. Tu sais, moi, c'est vraiment vers ça que je vais dans mon plan de progression. Donc, j'évalue le patron de course, j'évalue un peu, comme je disais, tu sais, au niveau, oui, de la nutrition, du métier et tout. Puis, on fait qu'est-ce qui fait du sens aussi avec la personne, tu sais. Parce que une des clés que j'enseigne beaucoup en course à pied, c'est la constance. Le corps va vouloir s'adapter, puis c'est comme ça dans tous les autres sports, mais comme la course, il y a tellement d'impact au sol, ce qui est différent comme le vélo ou comme d'autres types de sports qui ont moins d'impact au niveau de la gravité puis des articulations du bas du corps, bien, c'est sûr que la progression, c'est vraiment important et la constance. Fait que ça va être peut-être des fois des plus petits moments que d'aller courir 2 fois 30-40 minutes par semaine, par exemple. Donc, tu sais, le corps, lui, ça va mieux s'adapter avec des petits moments, mais plus régulièrement. Fait que, on essaie d'instaurer aussi qu'est-ce qui fait du sens dans un horaire, parce que c'est sûr, hein, on a tous des horaires chargés, mais je pense que ça dépend des priorités. Des fois, il faut faire des choix. Fait qu'on on y va comme ça, mais c'est beaucoup une approche individuelle là, que j'ai. Puis, ouais, ça ressemblera à ça, mon type d'accompagnement. Grossièrement, ça ressemble à ça. Puis, je lisais un article, ça m'a fait penser. Je lisais un article il y a une couple de semaines. Puis, ça parlait que, tu sais, justement, la course à pied, c'est très primitif. Comme dans le sens que, mettons, on se reporte à là, des centaines d'années, des centaines de millions. Des mammouths. Des mammouths. On est pas mal dans le temps des mammouths, mettons, là. Tu sais, quand l'humain courait, c'était soit pour chasser ou pour se sauver. Fait que, au niveau de l'impact du système nerveux aussi, puis des articulations, ben, tu sais, c'est quelque chose qui est très, justement, très primitif. Ça active beaucoup le système nerveux aussi. Fait que d'autant plus que c'est important de savoir, quand on veut intégrer la course, de savoir un peu qu'est-ce qui fit selon nous, selon notre niveau de stress, parce que des fois, ça peut avoir des impacts, je vais pas dire plus négatifs que positifs, mais quand c'est mal intégré au quotidien, des fois, ça se peut qu'on nuise un peu à notre gestion de stress, puis qu'on se blesse en bout de ligne. On en voit tellement des coureurs, justement, qui commencent, font 3 semaines de course, commencent à faire des périostites, commencent à avoir plein d'inflammations au niveau des articulations. Fait qu'effectivement, que je pense que d'avoir une progression, ça peut être une belle ben, en fait, c'est une très belle et soit la seule façon d'intégrer. Oui, doucement. D'y aller doucement au début, là. C'est sûr que des gens qui viennent me voir puis qui ont toujours couru puis qui veulent améliorer tel truc, ce sera pas la même approche que quelqu'un qui est sédentaire puis du jour au lendemain, il veut courir. On n'est vraiment pas là. Donc, ouais, c'est vraiment important d'y aller de façon individuelle. Mais on le sait dans tout. Bon, tu sais, l'approche individuelle n'est pas... comment je pourrais dire ça? Est idéale pour tout le monde, mais de l'intégrer, c'est pas évident. Fait qu'on est là aussi pour pouvoir motiver nos troupes, notre clientèle. Fait que, ouais, on essaie le plus possible d'avoir cette approche-là puis que ça soit... applicable sur le terrain, là, dans leur vie. Ouais. Réalisable le plus possible. Puis justement, mettons quelqu'un qui nous écoute et qui dit, tu sais, que quand même, moi, ça m'a toujours trotté dans la tête, justement, de commencer la course. Mettons, premier 5 km, là, mettons, tu conseilles 1 ou 2 conseils à donner à quelqu'un. Mettons, par quoi tu commencerais avec cette personne-là? Bien, assurément, des intervalles de course et de marche. Ça, c'est, tu sais, on commence par là. On commence par la base. La marche, la personne est active déjà. Intervalle de course et de marche, puis d'y aller aussi avec beaucoup l'écoute de son corps. Parce que des fois, il va avoir, quelqu'un va atteindre son 2-3 minutes très, très facilement, puis après ça, il va prendre un plateau, bien, d'essayer d'écouter son corps, puis de rester à 3 minutes un petit peu plus longtemps, puis après ça, bien, de redépasser le temps. Puis des fois, avant de passer 1 minute, puis d'être des fois... à bout de souffle, bien là, c'est de dire, OK, bien, je vais attendre d'être un petit peu moins essoufflé, puis après ça, je passerai à mon 2 minutes, mon 3 minutes après. Là, je saute d'1 minute, mais hein, on sait bien que des fois, c'est pas carré de même dans la vraie vie. Fait que d'être beaucoup à l'écoute de son corps, puis d'essayer de dépasser juste la demi-mesure qui fait que on va se dépasser, on va aller un petit peu au-dessus de ce qu'on avait fait le dernier entraînement, mais sans être dans de la blessure ou dans... Fait que, tu sais, c'est ça. Dès qu'il y a une douleur ou un inconfort, ben, d'être à l'écoute de ça parce qu'on peut rapidement empirer puis devenir dans quelque chose une blessure chronique ou d'inflammation. On veut pas aller là-dedans. Fait que d'être beaucoup, beaucoup dans l'écoute du corps. Fait que ça serait le premier conseil, d'être dans l'écoute du corps, d'y aller avec des fractionnés. Puis, ben, c'est sûr que d'avoir quelqu'un ou dans notre tête, de dire, OK, si ça ne fonctionne pas, qui je vais aller voir, tu sais? Fait qu'un professionnel de la santé qui va m'aider à progresser. Dans la motivation, je dirais peut-être de s'inscrire à une course. Tu sais, parce que c'est sûr que de courir un 5 km, OK, pourquoi 5? Pourquoi là? Pourquoi telle date? Tu sais, d'avoir quelque chose de concret puis qui va être motivant pour la personne, là.
Fait que là, je n'ai nommé 3. Ben, On correct, pourrait en 100%. énumérer plein, là, mais ouais, ça serait ça que je donnerais. Ouais. Ce serait déjà un bon début. Puis effectivement, tu sais, quand tu parlais justement de la facilité de la course, autant que c'est facile d'aller courir que c'est facile de pas y aller. Dans le sens que c'est un peu comme l'entraînement à la maison, dans le sens que, tu sais, t'as tout ton... Je cherche un terme plus cute que setup, mais tu sais, t'as tout ton matériel de prêt, t'as tes souliers, t'es habillé, puis des fois, surtout, tu sais, moi, je vais beaucoup avec les gens qui ont une charge mentale en lien avec le travail ou en lien avec la famille, celles qui ont des enfants. Ouais. Je veux dire, t'as le lavage, la nourriture, il y a tellement d'affaires, d'autres priorités, que autant que ça peut être facile de dire « Ah, je vais y aller demain », puis tu sais, finalement, de pas justement compléter ses courses de la semaine. Fait que justement, je pense que de s'inscrire à une course, même que ce soit un 1 km, un 3 km, un 5 km, peu importe la distance, juste de... j'ai juste des termes anglophones aujourd'hui, mais de commit à quelque chose dans le sens de se... Comment je pourrais dire ça? De prendre engagement. Ça se dit engagement, ça va. Un engagement. Mais de se commettre, c'est en... Ça se dit? Oui, ça se dit, oui, OK. Oui, c'est moi qui ai de la misère avec mon français aujourd'hui. Ça va. Je me suis levée tôt ce matin, c'est moi qui faisais les courses semi. Fait que depuis 4h30, je suis levée. Fait que là, oh my God. Les termes anglophones, ils ressortent dans ce temps-là. Mais justement, de prendre engagement justement dans une course, ben tu sais, effectivement, que ça peut... c'est justement, ça te motive parce que là, automatiquement, que tu as un deadline, tu as un moment où là, il faut que tu performes sans nécessairement tout le temps dans la bienveillance puis l'équilibre, mais au moins, ça te permet de justement te motiver, de dire, ben là, si je ne vais pas aujourd'hui, ben il y a comme pas une conséquence, mais... je vais prendre du retard. Est-ce que je vais être capable de faire mon objectif? Là, on tombe dans de la crainte. En tout cas, on veut... quand on a quelque chose de concret au bout, là, c'est mieux. C'est mieux. Assurément. Je mets ton épisode sur pause pendant exactement 15 secondes pour te dire que ça nous fait un extrême plaisir de te partager l'expérience des filles du studio puis nos connaissances, en fait, nos meilleures astuces pour t'aider à être la meilleure version de toi-même. Si tu as vu de la valeur dans ce qu'on t'apporte dans le podcast, je te demande de nous mettre 5 étoiles sur Balados ainsi que sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux également le partager à une femme dans ton entourage. Merci! 100%, puis ils ont tellement des belles courses. En plus, tu sais, que ce soit justement, il y a Filles actives, il y a en fin de semaine, il y avait le marathon des couleurs. Oui. Fait que, tu sais, c'est plein de belles courses. Il y a plein de courses aussi pour les femmes, tout ce qui est amasser des fonds, mettons, pour cancer du sein. Oui, il y en a tellement plein des belles causes. Effectivement, de se rallier à une cause, ça peut être bien, puis de même se mettre en groupe puis de s'inscrire. Hein? Tu sais, des fois, d'être toute seule, mais d'avoir une amie, même si on n'est pas tout le temps en train de courir en même temps, dire « Hey, t'as-tu fait ta course? On était supposé de... » Fait que d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, que ce soit une amie ou une coach, ça peut être vraiment motivant aussi, là, tu sais. Mais là, ça, c'est pour la course, mais ça peut être pour tout type d'entraînement, mais pour la course, ça peut être bien. Les clubs de course, il y en a plein maintenant, là, tu sais, dans la région. Dans des clubs comme ça, il n'y a pas nécessairement de professionnel de la santé qui va, mais c'est très motivant d'aller là. T'arrives, on est drivé, même s'il fait... tu sais, moi aussi, je suis dans l'anglophone, finalement, on est vraiment engagé dans notre plaisir. Et puis, on arrive là, puis qu'il pleut, qu'il neige, ben on est tous présents. Donc, c'est vraiment plus motivant de cette façon-là. Là. Puis on le voit beaucoup, c'est dans le psychologique des femmes, tu sais, que contrairement, là, je généralise, OK? C'est correct. Astérix, je généralise, mais j'ai l'impression que les femmes, on est beaucoup dans le... Tu sais, c'est pas tout le monde, encore une fois, mais le groupe, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, l'esprit de communauté, que, mettons, les hommes. Fait que, effectivement, que dès que tu vois que t'es quelqu'un de relativement social, qui aime ça performer en groupe, tu sais, je pense à toutes les femmes qui ont fait des sports au secondaire, comme, mettons, le basket, le flag. On dirait qu'à l'âge adulte, on perd un peu ça. On perd cette espèce de communauté, de comment on fait ça ensemble. Puis, on est tous... Sentiment d'appartenance. Exactement. Tu as un rendez-vous, tu dois y aller comme, tu sais, t'es comme tout ensemble un peu. Fait que justement, le fait de le traduire à la course, que ce soit, tu sais, des fois, c'est des entraînements, mais ça peut être aussi justement un club de course. Moi, je connais 6am Club, mais il y en a-tu d'autres à Trois-Rivières? Ben c'est sûr que je connais le plus, là. Ouais. Sinon, il existe des clubs de course en sentier ou en trail, là. OK. Fait que, ouais, il y en existe. Plus avec l'UQTR, si je me souviens bien, puis Cégep de Trois-Rivières. Mais, tu sais, sinon, oui, le 6e club, là, c'est un des... qui est en expansion un peu plus, là. C'est le fun. C'est bien de pouvoir donner cette motivation-là, puis cet horaire-là aussi, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui... C'est difficile de s'entraîner tôt le matin comme ça, là, pour plusieurs personnes. Mais là, on est motivé parce qu'il y a d'autres mondes qui nous attendent, là, qui sont là. Ouais. 100%. Puis là, t'as ton ami qui t'a dit que tu y allais. Puis là, elle t'attend. Fait que tu peux pas la laisser toute seule à 6h le matin en avant du petit café courir toute seule. Fait que là, t'as comme une petite motivation de plus. Puis j'aimerais enchaîner avec les questions en rafale, si ça te convient. On a eu beaucoup de questions justement de la part de notre communauté. Puis tu sais, c'est un peu pas la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui aussi. C'est le fun de discuter. De jaser. Mais on a eu énormément de questions plus relatives à la course à pied. Fait que je vais prendre le temps de poser les questions des filles, savoir un peu justement qu'est-ce que tu en pensais aussi. Puis des trucs et astuces selon ton expertise. Ça me fait plaisir. Fait que merci, c'est gentil. Fait que
Pour, tu sais, qu'est-ce que. Ben, on va commencer une question. Ben là, je dis facile, mais ça va être relatif à ta réponse. Ouais. Mettons, au niveau équipement, plus de courses, mettons, chaussures, je pense que c'est une question que je me suis fait poser au moins 200 millions de fois Ouais. dans la dernière année. Qu'est-ce que tu recommandes, des points à chercher, mettons, au niveau de la chaussure de course? C'est une question, effectivement, qui revient toujours, puis j'en parle minimalement à 2 gros moments de saison, hein, tu sais, comme là, on va terminer ou à peu près la saison de la course, puis on va recommencer pour ceux qui ne courent pas l'hiver nécessairement, plus mars-avril, là, tout dépendant des régions au Québec, là, vous m'en voudrez pas, là, je sais que Montréal, ils ont tous des trottoirs chauffés, mais nous autres, C'est vrai? ben oui, mais non pas toutes partout, mais ils ont des places qui ont des trottoirs, ben oui. Hey, je vais me coucher moins niaiseuse, ça se je savais pas ça. Hein? OK, Oui, il y a des j'espère que endroits je où suis pas ils là-dessus. font... Non, probablement que pas. Il y a dehors du monde de Montréal qui nous écoute, assurément, mais bref, pour dire qu'il n'y a pas autant de neige. Ici, on a beaucoup de glace, notamment dans la région d'Amorcy, Rive-Sud. Donc, bon, ça dépend de la surface, mais bref, le soulier. Le soulier, c'est une chaussure, c'est un sujet qui est très, très demandé. Fait qu'on va commencer par la chaussure de base, mettons, parce que là, on pourrait décortiquer bien ça, mais on va y aller vraiment de base. Fait que la chaussure, quand quelqu'un veut commencer à courir, s'en va dans un magasin de sport. Souvent, c'est des grandes surfaces. Tu sais, ici, surtout à Morcy. C'est sûr que d'aller dans une boutique spécialisée, ça peut aider parce que, notamment, la boutique a plusieurs marques de chaussures puis il va se spécialiser dans la course à pied souvent. Donc, d'aller dans une boutique peut-être spécialisée. Des fois, il y en a qui analysent même le patron de course. Ça peut être intéressant. Là, je dis ça dans le sens très vague, dans le sens que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Mm-hmm. Le soulier de course devrait être très, très léger. Fait que déjà, en partant, quelque chose de très objectif, c'est le poids. Là, maintenant, la plupart des marques, quand même, mais si tu vas dans un soulier multisport, par exemple, tu sais, essayez vraiment de mettre un dans la main au magasin. Vous allez voir quand même une différence versus un soulier même de soccer, tu sais, avec quelque chose de très cramponné, par exemple, ou soulier de golf. Fait que, tu sais, le poids de la chaussure, c'est une chaussure très légère qu'on veut le plus possible. Ensuite, une chaussure qui est très souple. Donc, quand vous la prenez, là, vraiment de la tordre avec vos mains puis de la replier, c'est quelque chose qui devrait être quand même très facile à faire. Contrairement justement à des chaussures avec quelque chose de très rigide à l'intérieur, comme un soulier de soccer, c'est presque impossible là, de faire ça, là, vous le savez, avec un crampon plus rigide. Donc, il existe plusieurs types de chaussures, mais le poids, la flexibilité. Là, on me parle beaucoup présentement de la fameuse drop. En fait, non. Non, moi, comme je t'ai dit, moi, c'est pas mon champ d'expertise. Okay, c'est pas grave. Fait que là, les gens vont premièrement parce que c'est un sujet qui est quand même présentement très en vogue. Fait que la drop, c'est la mesure, en fait, entre le coussin où le talon est versus où ce qui est ton bout de pied. Okay. Fait que souvent, ben là, ce qui est à la mode, c'est le gros talon, puis on va avoir une grosse drop. Fait que là, ça se mesure en millimètres. Je vous dirais que quand vous êtes à l'aise dans un soulier, dès que vous le mettez, puis que vous courez un peu dans le magasin et tout, puis que vous dites « Hey, c'est une pantoufle », il faut y aller avec cette chaussure-là, sans prendre en considération du poids, de la flexibilité. La drop, encore là, ça va être une question de protection, en fait. Je t'explique. Admettons que tu te mets un soulier qui est très, qui va vraiment encadrer ton pied, supporter ton pied. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, ton pied, lui, va avoir moins à travailler dans sa structure interne pour rester fort ou se renforcer. Fait que tu vas avoir peut-être plus travailler à l'extérieur, tu sais, sans chaussures, en équilibre, des trucs comme ça pour pouvoir renforcer ton pied parce qu'à l'intérieur de sa chaussure, dont il travaille en course à pied, ton pied ne travaillera pas. Tandis qu'une chaussure qui est plus molle, qui est moins structurée, bien, ton pied, lui, à l'intérieur, il va se passer plein de travail musculaire, nerveux, on en a parlé tantôt, puis tu vas gagner, en fait, avec cette chaussure-là. Mais tu sais, encore là, ça va dépendre, est-ce que la personne a un travail sédentaire ou actif. Si la personne, elle marche à tous les jours versus quelqu'un qui est sédentaire, bien, il va peut-être être moins à l'aise d'aller dans un soulier qui est plus, on dit, minimaliste, qui va avoir une presque pas de drop, qui va avoir un poids très faible, très souple aussi, mais qui va surtout être très près du sol. Tu sais. Fait que moi, le confort avant tout. Donc, il n'y a pas de marque miracle, il n'y a pas de recette miracle, tu sais. Il y a beaucoup de marketing à travers la chaussure, puis c'est correct comme ça, mais d'y aller avec ce qu'on est confortable en ce moment. Si on est déjà coureur et qu'on veut changer, est-ce des questions qui seraient à se poser, c'est est-ce que je veux vraiment améliorer ma performance? Parce que là, on ne parle pas de
c'est des légères minutes là, qu'on va gagner avec un changement de chaussure. Mais est-ce qu'on est vraiment rendu là où on veut conserver, puis on va y aller dans le confort, et puis il faut pas non plus, comment je pourrais dire ça, mettre de côté qu'un changement drastique de chaussure peut occasionner aussi une blessure. Fait que est-ce qu'on veut vraiment risquer ça? Si on y va progressif, ça va, mais reste qu'il faut noter ça. Je dirais le confort avant tout. Mm-hmm. Puis quand tu parles de progressif, dans le sens que, mettons que je cours avec une paire de souliers, ça serait d'intégrer ma nouvelle paire, mettons une course sur 2, une course sur 3, puis de voir un peu comment... Oui, comme on fait au changement de saison, là, c'est sûr que des fois, l'hiver arrive si drastiquement, une tempête et c'est fini. C'est déjà sur une chaussure de neige ou plus cramponnée. Mais reste que quand on a à changer vraiment de chaussure de course sur route, par exemple, bien, c'est sûr qu'effectivement, d'y aller progressif, c'est mieux. Donc, vous pouvez la garder pour faire de la tondeuse, là, votre autre chaussure, mais jetez la peau aux poubelles tout de suite. T'sais, on y va peut-être avec le quart du volume, le tiers du volume. Moi, j'y vais plus en nombre de kilomètres. Là, commencez pas à changer votre chaussure en plein milieu d'une séance, mais d'y aller peut-être plus en volume. Donc, faire peut-être sur 2 semaines votre plus petite course de la semaine avec cette nouvelle chaussure-là, puis de voir comment votre pied ou votre membre inférieur se comporte. Là. Puis après ça, on y va doucement avec du 50%, 75%, puis allez hop, la chaussure est changée. Moi, c'est sûr qu'au niveau professionnel, je roule 2-3 chaussures tout le temps en même temps. C'est pas mauvais de faire ça, là, le pied s'habitue et puis ça va bien. Mais c'est sûr que si vous voulez vraiment changer votre chaussure, d'y aller progressivement, c'est une belle façon de le faire. Mieux aussi. Puis je pense que quand tu trouves une chaussure, moi, je pense à mes souliers de course, puis tu faisais la description, j'étais comme, c'est zéro pas flexible. Sûr. La grosse semelle, j'étais comme, mon Dieu, je cours avec ça. Mais dans le fond, effectivement, que probablement que si j'allais vers quelque chose de super minimaliste, effectivement, que mon risque de blessure serait plus élevé. Fait que, d'aller peut-être dans quelque chose que si vous avez un soulier, mettons, qui est très rigide actuellement, au lieu de tomber dans l'extrême minimaliste, de peut-être aller entre les deux, avant de faire un changement complet, justement, pour éviter... Moi, dans le fond, je suis en affiliée avec la clinique du coureur, puis vous pouvez aller voir sur le site Internet et marquer votre modèle de chaussure. Puis, il nomme le pourcentage de minimaliste. Wow! Fait que vous pouvez chercher un peu quel type de soulier je pourrais changer si je veux augmenter mon pourcentage de minimaliste. T'sais. D'aller à du 100%, je pense que c'est vraiment pas nécessairement le goût de tout le monde. Quoique de l'essayer de courir pieds nus dans notre gazon ou sur un terrain de soccer, ça peut être le fun à faire pour voir notre appui-pied, pour démontrer un peu notre patron de course vraiment initialement ou instinctivement de quoi il a l'air. Mais on n'en est pas nécessairement tout là. Donc, d'augmenter progressivement le bout minimaliste, ça peut être bien. Mais encore là, est-ce qu'on veut vraiment augmenter nos performances pour ça? Est-ce qu'on risque aussi un peu? Bon, tu sais, si on est vraiment dans du rigide ou dans une chaussure qui n'est pas de course, mais qu'on court avec ça, d'y aller dans un entre-deux, mais qui va être souple, léger et surtout confortable. Oui, 100%, ça fait de sens. Puis c'est super bon aussi, on parlait de marcher dans le gazon, mais pour tout ce qui est proprioception, développement aussi de l'équilibre, là, on en fait beaucoup, tout ce qui est, mettons, les yeux fermés pour travailler au niveau de l'oreille interne aussi. Moi, mon background est gros en physio aussi, là, fait que c'est sûr que c'est un domaine qui m'intéresse un peu plus, mais avec les coureurs, de travailler beaucoup la stabilité. Mais effectivement, que de marcher nu-pied, des fois, ça peut être super intéressant pour celles qui courent, justement, de travailler votre arche plantaire puis vos récepteurs aussi. Hors course, on essaie de travailler pas mal nos pieds, tu sais, pour renforcer justement le pied, stabilité de la cheville. J'ai un parcours qui s'en va aussi vers le sentier dans les derniers 18 mois, je te dirais. Et puis, on travaille beaucoup avec la stabilité de la cheville, du genou, puis c'est nos pieds que ça se fait, là. Fait que c'est bien intéressant ce que tu dis, là. Je suis très en d'accord. Là, c'est très loin. On commence par moi qui veut juste commencer 5 km, là, mais ça reste que ça peut être... C'est un exercice qui ne demande pas d'équipement, qui ne vous demande pas beaucoup de temps, comme juste de marcher nu-pied dans votre cours. Super simple aussi, qui peut être intéressant à intégrer. J'avais une autre petite question aussi que je trouvais vraiment intéressante. Comment gérer tout ce qui est spécifique aux femmes, au niveau de la course, quand c'est attrait aux règles, fuite urinaire pendant la course? Oh, là, je sais que c'est un gros sujet. Oui, c'est un gros sujet. Effectivement, avec la femme, ce qui n'arrive pas chez l'homme, il y a beaucoup... mettons qu'on commence par le musculo-squelettique. Au niveau des hanches, il n'y aura peut-être pas nécessairement les mêmes problématiques chez l'homme que chez la femme. Au niveau des fessiers, justement, on va avoir plus à travailler peut-être chez la femme que chez un homme, juste à cause que nos hormones, la physiologie, comment le dessiner dans nos gènes. Hein? C'est comme ça qu'on est. Donc, on travaille beaucoup ça. Donc, c'est sûr que chez la femme, moi, on a tant nos exercices chouchous, mais on va souvent prescrire des exercices
notamment le petit moyen fessier pour la stabilité du bassin. Fait que ça c'est un facteur qui, effectivement, chez la femme, c'est différent. Après ça, au niveau règles, bien, il y a tous nos cycles hormonaux. On va le dire, tu sais, il y a des moments du mois où on va avoir plus le goût. Il va y avoir des moments aussi où on va s'adapter mieux. Il va y avoir des moments où fait que on commence, tu sais, il y a plusieurs recherches, là, tu sais, puis vous irez voir, il y a plein de podcasts de kinésiologues présentement qui sortent justement dans cette optique-là. Comment un peu jouer avec notre rôle, notre cycle menstruel, notre cycle hormonal versus des phases d'adaptation du corps. Ouais, on en a fait un justement avec une kin. Je pense que c'est l'épisode, d'un début, épisode avec Mégane. Mais c'était plus par rapport à l'entraînement, mais ça reste que toute l'explication du cycle est là. Fait que c'est le fun si jamais vous voulez aller voir plus bas dans les épisodes, mettons, aller voir juste ces explications du cycle. J'imagine avec la course, ça doit relever un peu de la même affaire, niveau intensité, dans le fond, varier l'intensité. Là. Je dirais que oui. Okay. Ça serait bon d'aller voir parce que, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de l'impact, tu sais, puis de l'inconfort à la course, là, ça peut être peut-être différent qu'un entraînement qu'on pourrait dire, ben je ne vais pas juste faire pas d'impact aujourd'hui. Mais oui, ça pourrait être intéressant parce qu'on ne va pas tout faire le cycle aujourd'hui. Donc, fait que c'est sûr que cet aspect-là qu'on va regarder. Avec mes études en laboratoire médical, c'est sûr qu'au niveau gestion du stress aussi, cortisol, bon, tantôt on parlait de la charge mentale chez la femme, pas qu'elle est moins grande chez l'homme, ou peut-être que oui, je sais pas. Tout pour dire qu'on en a une bonne charge mentale, là, la femme, avec le rôle de la famille, le soutien qu'on apporte, le travail aussi qu'on a maintenant, puis que peut-être nos mères avaient moins. Mais tout pour dire que y a l'hormone du cortisol, entre autres, qui rentrent en ligne de compte. Donc, on essaie d'essayer de voir dans comment la course peut aider. Comment l'humain et l'individu peut s'adapter à travers ce cycle-là hormonal, puis pas que ça nuise, là, tu sais. On en parlait tantôt, on veut pas que ça stresse encore plus le corps, puis on veut pas se mettre une pression non plus de faire ce sport-là. On veut que ça soit léger dans le plaisir. Donc, fait qu'il y a cette partie-là. Et puis, là, il y a une autre partie que tu m'as dit. Fuite urinaire, je suis comme, je ouais, bon. Ça, c'est un gros sujet non plus. Là. On s'entend que dans un monde idéal, s'il y a fuite urinaire, il faut trouver la cause. C'est consultant professionnel, physio-périnéal, tout le kit. Mais grossièrement, mettons, as-tu des recommandations? Oui. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ben c'est ça. Moi, avec la clinique du coureur, puis là, on est quoi, en mois d'octobre? Ben, tu vois, ça va faire à peu près un an. Ils ont une formation comme 2.1 ou 2. sur la santé périnéale chez la femme globale. Oui. Okay. Donc, tu sais, moi, j'ai pris ça fait un an. Fait que c'est les dernières données probantes ou presque, là, tu sais. Parce que, comme je vous disais, là, à l'époque, quand j'étais enceinte, on m'avait pas proscrit de courir, mais c'était pas prescrit non plus. On n'avait pas rien, pas de données. Donc, j'avais fait beaucoup plus d'entraînement fonctionnel et de marche. Cela dit, maintenant, c'est permis de courir, c'est permis de commencer la course, c'est permis, là, je parle de grossesse, là, c'est permis de recommencer aussi à un certain moment, mais oui, de pouvoir consulter un professionnel de la santé à certains moments, parce que là, on parle du plancher pelvien. Parce que c'est un peu là qu'on s'en allait, là. Donc, fait que la santé périnéale chez la femme, autant à l'adolescence, parce qu'il y a beaucoup de petites filles maintenant qui font de la gym, de la danse et tout ça, il y a beaucoup d'impact très grand. Après ça, on parle de la grossesse, la femme active pour se remettre en forme post-grossesse, puis après ça, la ménopause aussi qui rentre en ligne de compte, puis la santé pelvienne à travers ces phases-là, mettons, je te dirais de la vie de la femme, bien, elle va avoir différents... c'est ça, elle va être différente, en fait, là. Fait qu'on a une approche... qui est quand même individuelle, mais je dirais oui, de consulter assurément, parce que s'il y a des fuites, c'est sûr que c'est pas normal. Il y a plein de symptômes aussi, autres symptômes de lourdeur, symptômes des fois, tu sais, il peut y avoir plein de types de douleurs, notamment dans les relations sexuelles, tu sais, il y a plein de femmes qui pensent que c'est normal. Non, ça ne l'est pas, en tout cas pour la plupart. Donc, allez consulter si vous avez des douleurs ou des inconforts ou des fuites urinaires, là. Donc, ça, c'est sûr d'aller consulter. Mais c'est sûr qu'on privilégie beaucoup, déjà dès le départ, quelqu'un qui va déjà avoir certains inconforts à la course à pied, on va revenir un pas en arrière. Là, on va vraiment essayer d'aller travailler le plancher pelvien au préalable, d'aller marcher un petit peu plus, d'être plus active avant vraiment de débuter l'impact. Puis souvent, la progression va être beaucoup plus lente parce que, tu sais, on veut, à l'idéal, ne plus avoir de fuite urinaire. Reste que là, la cause, il faut la trouver là, de ces fuites urinaires-là. Mais où je voulais en venir, c'est que normalement, chez la femme, il n'y a pas plus de risque de fuite urinaire ou de douleur ou de dysfonction au niveau de la santé périnéale chez la femme qui court versus chez la femme en général.
Fait que ça, il faut s'enlever ça de la tête, qu'il n'y a pas de risque de fuite urinaire si je me mets à courir toute ma vie. Puis, mais moi, je veux pas faire pipi dans mes culottes à 70 ans. Non, justement, cours. Ton plancher pelvien va être probablement plus fort, au contraire. Puis là, il faudrait que je retrouve les chiffres, là, mais dans ma mémoire, il y a plus de femmes qui ont des problèmes un peu plus de plancher pelvien très réactif que le contraire, tu sais. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Faut tasser ça. C'est plus dans les chiffres. Fait que si on commence puis on a des symptômes, d'aller consulter, mais il n'y a pas de trucs à proscrire là, à ce niveau-là. Là. Ouais. Nécessairement, je pense que c'est un peu dans le même sens avec l'entraînement aussi. T'sais, on voit beaucoup d'études qui sortent que les femmes, mettons, qui continuent à être actives ou qui se mettent à être actives de façon encadrée, on s'entend, là, peut commencer à faire des gros sports d'intensité quand on commence une grossesse, mais justement qui ont moins de douleur aussi lors de la grossesse, ils voient plein de bienfaits justement de continuer d'être actifs, que ce soit, mettons, pendant la grossesse, après là, on s'entend qu'il y a le 6 semaines post-accouchement aussi, mais après la grossesse justement aussi, fait que de ne pas avoir peur, de peut-être prendre le temps de se renseigner, d'aller voir des professionnels justement qui sont mais tu sais, puis pour avoir passé par là quand même longtemps, puis de ne pas avoir été, pas si bien entourée, mais les données n'étaient pas là. Bon, les données n'étaient pas là. J'ai été beaucoup à l'écoute de mon corps. Puis là, mais maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on veut comme une recette toute faite, là. Tu sais, on aime ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Écoute, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis comment tu te sens là-dedans? Fait que c'est beaucoup là-dedans parce que il n'y en a pas de recette miracle. On en a parlé tantôt pour la chaussure. Il n'y en a pas de chaussure miracle. Il n'y a pas de recette miracle pour, exemple, recommencer à courir, mettons, après une grossesse. Comment tu te sens? Est-ce que tu as eu le OK de ton médecin? Est-ce que tout est bien replacé? Oui. OK, on va recommencer doucement, progressivement. Là, des fois, tu sais, là, tu as parlé du 6 semaines. Il y en a que ça va être 4,5, puis il y en a que ça va être 12 finalement. Tu sais, il y a tellement de facteurs qui jouent autour de l'accouchement, le type d'accouchement, les interventions médicales qui peuvent être faites, grossesse gémellaire. Tu sais, il y a tellement de facteurs individuels qui rentrent en ligne de compte qu'il faut prendre en compte tout ça et non nécessairement juste une recette toute faite. Donc, je sais qu'avec la Clinique du coureur, notamment, ils ont fait quand même, c'est jusqu'à 6 plans. Puis il y a un algorithme là, très, qui rend quand même le plan assez individuel. T'sais, la façon de t'accoucher, le temps que tu as poussé, les gros... Fait que ça nous permet, nous, d'avoir une approche un petit peu plus individuelle. Mais c'est sûr que moi, souvent, je l'adapte, parce que là, la personne, au niveau du temps, ça ne convient pas, ou au niveau de la progression, là, elle a un objectif qui s'en vient. Il y en a là, qui ont hâte de se remettre dedans aussi. Donc, on essaie d'y aller quand même individuel, mais il ne faut pas essayer de trouver la recette miracle. Il faut vraiment essayer de s'écouter aussi à travers ça. C'est pas évident, parce qu'il faut prendre le temps. Puis, prendre le temps dans notre société où ça tout va vite, c'est pas évident tout le temps de s'écouter puis prendre le temps de se déposer et de dire « Hey, est-ce que je le file? Est-ce que j'ai le goût? OK, go, on fonce, tu sais. » 100%. Dans un monde où on est super stimulé aussi avec tout ce qui est réseaux sociaux, tu sais, on est constamment, l'être humain est constamment stimulé aussi, fait que c'est comme de se ramener à son intérieur, ses signaux, mettons, comment on se sent, effectivement, que je pense que c'est quelque chose c'est un apprentissage. Il faut quasiment prendre un moment défini dans l'horaire pour ça, parce que sinon, le train-train de la vie va tellement vite. Oui. Mais je vous dirais, tu sais, c'est sûr que quand on vient, là, on parle de grossesse ou de revenir, mais dans une vie en général, tu sais, le début puis la fin d'une journée, c'est des moments qui sont peut-être idéaux justement pour dire, OK, je décroche de tout ça, puis je me remets en perspective dans tout ce roulement-là de vie, là, tu sais. C'est important de le faire. 100%. Dernière petite question rapide. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles? Là, on s'entend, c'est très vague, là, mais qu'est-ce que tu conseillerais, mettons, à quelqu'un de... Je reformule, j'ai l'impression avec mes questions aujourd'hui. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un pour manger, mettons, avant la course, que ce soit une collation, un repas? As-tu, mettons, soit des macronutriments ou des recettes préférées? Là, on s'entend, c'est très vague, là, mais... Oui, parce que, tu sais, on peut s'en aller loin là-dedans. Moi, je te dirais que ça va... Tantôt, j'ai dit ça fait plus de 20 ans que je cours. Ça fait même pas 2 ans que je consulte pour la nutrition reliée à la course à pied parce que je fais des longues distances. Okay. Le longue distance, on parle de 2-3 heures et plus. Donc, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai souvent, là, moi, je me prends une poignée de noix avant d'aller courir, tout ça. Oh, là, c'est peut-être pas la meilleure recette. C'est sûr qu'idéalement, ça dépend quelle intensité tu vas courir, ça dépend combien de temps tu vas courir, ça dépend depuis combien de temps tu as mangé aussi. Fait que là, il y a beaucoup d'autres questions, de sous-questions dans ta question. Mais reste que pour avoir de l'énergie, c'est le glucide qui est comme primordial pour aller courir. Reste que c'est une activité qui est considérée modérée, la course, à moins qu'on ait fait des intervalles de vitesse à plus grande vitesse.
Mais reste que le glucide, ça reste le macronutriment le plus à privilégier. Donc, quelque chose qui se digère bien, ça peut être une moitié de banane, ça peut être, c'est ça, un fruit, un légume. Il y en a qui digèrent comme moins bien ça. Ça peut être d'autres types de glucides, là, plus compote de pommes, une petite moitié de gruyot. Bon, là, je nomme plein de choses que je vois dans mon garde-manger qui peuvent être sous la main, admettons. Mais testez-en des affaires. Testez-la, puis votre recette de glucides que vous avez, bien, conservez-la. Tu sais, souvent, les gens, avant la course, ça, vont avoir le déjeuner depuis tant d'années. Bien, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Puis on se sent confiant aussi là, je parle avant une course officielle, mais ça peut être le matin avant d'aller travailler ou en fin de journée, par exemple, quand on n'a pas vraiment pris de collation, mais peut-être une demi-heure avant de dire, bien, OK, je m'en vais courir, je prends un petit quelque chose un peu avant, puis après ça, je vais avoir d'énergie, tu sais, pour y aller. Puis encore là, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Il y a eu beaucoup de modes. Bien, pas de mode, mais tu sais, le fameux à jeun. Admettons, je vais aller courir à jeun, tout ça. Encore là, ça va dépendre de ton temps que tu vas aller t'entraîner. Ça va dépendre de l'intensité que tu vas y donner. Tu es à jeun, là. Est-ce que tu vas pouvoir livrer la machine si tu vas t'entraîner pendant 1h30 à une intensité quand même très élevée? La réponse, c'est probablement que tu vas moins bien performer. Mais il y en a qui performent plus ou moins bien que d'autres. C'est de trouver de sa recette puis essayer c'est ça, essayer ses propres recettes là, de formule la semaine, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais le corps, il aime ça quand même, la stabilité. Tu sais, il aime ça un peu la routine. Il sait que, ben là, je vais manger ça veut dire que... Puis tu sais, le neuro embarque aussi là-dedans, là, mais reste qu'il aime ça comme des choses quand même répétitives. Des fois, on trouve ça bien le fun de faire changement aussi, là, hein? Mais, ouais, c'est ça. Fait que je dirais d'être encore là à l'écoute de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, tu sais. Fait que, est-ce que la poignée de noix fonctionne? Peut-être pas. Peut-être pour certains. Ouais, c'est ça. 100%. Hey, merci beaucoup, Catherine. Merci. C'est vraiment apprécié. Pour vrai, c'était super intéressant. Honnêtement, t'es vraiment, vraiment intéressante à écouter. Puis en plus, tu parles super bien. Fait que j'apprécie beaucoup. Merci. Écoute, on dirait que ça a passé comme vraiment rapidement. On aurait pu parler aussi de plein d'autres sujets. Je reviendrai, ça va me faire plaisir. C'est l'invitation est lancée. Sujets qui vont venir popper, c'est sûr. Il va y avoir peut-être plein de sous-questions de la gang qui vont venir, puis ça va me faire plaisir de venir y répondre. 100%. Puis justement, de ton côté, pour les femmes qui sont intéressées par ce que tu fais, avoir plus de contenu au niveau de course, où est-ce qu'on peut aller te suivre? Féric, Instagram, notre site web, Facebook aussi, là. Donc, on donne plein de trucs pour améliorer la vie de la femme, entre autres. Mais comme je dis, il va y avoir plein d'autres professionnels qui s'en viennent. Fait que ça va être bien intéressant de nous suivre, en fait, là, sur ces plateformes-là. Bon, ben super, merci beaucoup. Merci à toi.